Merci, Monsieur Noguès, de ces quelques mots introductifs. Bonjour à tous et à toutes, messieurs les présidents, mesdames, chers professeurs participants à cette manifestation. Il m'a été demandé, et je remercie le comité d'organisation, d'aborder une thématique qui est celle de la prévention, sujet sur lequel je suis impliqué déjà depuis un certain nombre d'années. L'intitulé de mon intervention fait état, je cite, au fil du temps, préserver son capital autonomie, et j'ajoute, non, vous voyez, je me suis trompé moi-même, préserver son capital santé, auquel j'ajoute, et son capital autonomie, en fait, c'est un plaidoyer pour la prévention que je voudrais vous présenter. Ce plaidoyer, bien évidemment, est placé sous l'angle des interventions non médicamenteuses, et nous verrons qu'elles sont présentes dans cette dynamique ainsi expliquée. Une brève histoire des orientations des politiques publiques sur le sujet. Année 2002, le ministère lance un appel à projet sur bien vieillir. Les deux thématiques qui figuraient, exercice physique, nutrition. Point. C'était déjà conséquent, mais franchement bien insuffisant. Le plan national bien vieillir, quelques années après, ajoute le lien social. Ah, on quitte le cadre, je dirais, purement médical pour s'intéresser aussi aux composantes sociales. Et puis la loi d'adaptation de la société au vieillissement ajoute un élément déterminant, celui de l'environnement. On voit bien qu'on est en train d'intégrer un certain nombre de composantes dans la dynamique préventive. Et c'est bien une prévention médico-psychosociale et environnementale qui doit être promue et organisée par les pouvoirs publics afin de répondre de manière la plus efficace aux préoccupations des usagers. À cela, il faut ajouter la notion d'un parcours de santé et d'un parcours de prévention, puisque finalement, ce n'est pas une action one-shot qui compte, c'est bien évidemment le continuum. Et puis un élément nouveau depuis quelques années, les technologies, et le numérique en particulier, se sont emparés de la dynamique préventive. Quelques éléments de contexte, et notamment deux éléments récents, et je les lis avec vous. Le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus va exploser d'ici 2050 pour atteindre 4,10 millions de personnes pour un peu plus de 2 millions aujourd'hui. En parallèle, les 75-84 ans, ceux que l'on qualifie de valides fragiles, pourraient voir leur nombre augmenter de 47% d'ici 2030 en passant de 4 à 6 millions de personnes. C'est le récent rapport du Haut Commissaire au Plan et du think tank Matière Grise qui le précise. Si donc il n'y a pas de véritable dynamique préventive au niveau des politiques publiques, nous allons recevoir cette vague comme une déferlante, avec toutes les difficultés et les conséquences organisationnelles. Le deuxième élément de contexte que je souligne est celui qui a été publié par la Cour des comptes en 2022 et qui précise que différents organismes, caisses de retraite, mutuelles, associations, start-up, proposent des actions de prévention. Les conférences départementales des financeurs permettent un déploiement de projets sur le territoire, mais ils soulignent la dispersion des intervenants. Cette dispersion prive de ses effets opérationnels cette politique pourtant consensuelle sur le fond. Donc on voit bien qu'il y a des éléments à reprendre si on veut véritablement avoir une politique de santé préventive. Les éléments de contexte toujours, progrès scientifique indiscutable au niveau des stratégies proposées dans le cadre de la prévention. C'est le bon moment de surcroît. On a un ministre qui a dans son portefeuille la prévention. Alors me direz-vous, il préconise des bilans de santé à 25, 45, 65 ans et après plus rien. Mais enfin bon, on peut espérer peut-être que les actions actuellement engagées représenteraient éventuellement ce après. Mais deux avis sont à souligner. Savoir ce qu'il faut faire ne veut pas dire forcément qu'on va le faire. Et je fais référence à Cédric Grouchka, qui est le président de la commission Impact des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Là, il parle des professionnels, mais la dynamique est la même. Lorsque des professionnels sont informés sur une stratégie ou quand des usagers reçoivent une proposition de stratégie, c'est bien qu'ils soient informés, mais c'est mieux s'ils appliquent les préconisations. Or, l'expérience montre que ce n'est pas toujours le cas. Et le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que l'Organisation mondiale de la santé a donné un avis favorable sur la contribution des sciences comportementales en santé. On est bien dans le sujet qui nous intéresse. Alors, 3 exemples d'actualité sur la prévention. Le programme ICOP, que vous connaissez, avec sa diffusion dans 9 territoires. Le plan anti-chute personnes âgées, porté par le ministère, avec l'objectif de réduire de 20% d'ici 2024 la mortalité par chute. Et puis un projet pour 2024,
c'est MaPrimeAdapt, c'est-à-dire une aide financière d'État qui va permettre d'adapter les logements des personnes âgées de plus de 70 ans à leurs nouveaux besoins. On apporte là une sécurité supplémentaire, on est dans une dynamique préventive et on facilite le maintien à domicile et peut-être repousse-t-on d'autant l'arrivée en EHPAD si un jour elle devait se présenter. On est bien confronté devant la somme d'informations qui nous est proposée dans le domaine de la prévention à une prise de décision. Comment fonctionnons-nous lorsqu'on nous propose un service? Alors différents facteurs vont influencer une prise de décision qui est la nôtre. Tout d'abord, la connaissance, la raison, mais est-ce que l'homme est un être raisonnable? L'émotion qui va venir parasiter la prise de décision, mais aussi le contexte social et environnemental qui risque de modifier un certain nombre de composantes. Alors les neuropsychologues distinguent très bien deux systèmes qui entrent en jeu dans la prise de décision. Une prise de décision automatique sans effort liée à l'émotion, on réagit immédiatement sans raisonner. Et puis un autre système qui est lent, délibératif, progressif et qui s'appuie sur la logique. La place des nudges, mot classiquement utilisé, ce coup de pouce dans une prise de décision, est issue de l'économie comportementale et représente une tentative d'application suite à leur compréhension d'une prise de décision. Alors un certain nombre de leviers vont nous aider pour s'impliquer par exemple dans une démarche préventive. C'est le choix d'un moment privilégié. L'expérience montre que pendant la grossesse et lorsqu'on cesse l'activité professionnelle, il y a des moments où on s'interroge sur notre santé, donc on est particulièrement attentif. Le biais du temps présent, rendre tangible et immédiat les avantages de demain. Jouer sur l'ego en se comparant avec le voisinage, le groupe social. Utiliser un messager. Si on prend un footballeur de renommée, peut-être aura-t-il un impact plus important que Jean-Pierre Aquino. Un logo explicatif, et vous en connaissez. Certains ont été efficaces. Les antibiotiques, c'est pas automatique. 5 fruits et légumes par jour. Je baisse, j'éteins, je décale. Autant de stratégies portées par un logo. Et puis aussi un autre élément qui est intéressant, c'est faire appel à la simulation. Vous connaissez le costume de simulation du grand âge, où de manière virtuelle, on est confronté soi-même, par exemple, à une cécité, on est confronté soi-même à un handicap suite à une hémiplégie, et donc lorsqu'on aura en tant qu'infirmier à soigner une personne présentant cette pathologie, eh bien on aura immédiatement présent à l'esprit les difficultés qui sont celles de la personne à laquelle on s'adresse. Modification du comportement par cette approche virtuelle. De même, et on en dira un mot, les métavers et les jumeaux numériques. Mais il y a des biais dans cette prise de décision. Le biais du temps présent, le plaisir est immédiat. Ah oui, c'est sympathique de boire un petit coup et c'est sympathique de fumer. Et le risque hypothétique, c'est pour plus tard. Le biais de la surconfiance. On se surestime, mais je serai pas malade. Mais de toute manière, tout ce qu'on décrit là, c'est pas pour moi, puisque moi, je ne suis pas concerné. Le biais du statu quo, c'est la procrastination. On verra ça plus tard. Le biais de la disponibilité mentale. On a d'autres soucis que de penser à sa propre santé. Le manque de confiance et puis peut-être un environnement qui n'est pas contributif. Face à cette prise de décision qui est un élément déterminant et sur lequel il faut travailler si on veut emporter le plus grand nombre de personnes dans une dynamique préventive, encore faut-il qu'on ait du grain à moudre et qu'on ait de manière scientifique la preuve que ce qui est proposé est efficace et utile. Et là, je fais référence aux conférences des financeurs qui ne devraient financer que des actions dont la preuve a été faite au plan scientifique, sans pour autant exclure de l'expérimentation qui pourrait permettre de progresser dans la connaissance. Eh bien, nous disposons d'un certain nombre de travaux, dont celui-ci qui est cité en référence, de 10 stratégies de prévention avec un impact positif, démontré de manière scientifique. 6 sont des interventions de prévention universelle conçues pour des personnes âgées sans risque particulier. Les programmes d'exercice physique, les interventions psychocorporelles, de simulation cognitive, intergénérationnelles, s'appuyant sur l'éthique et les interventions culturelles. 3 interventions ciblent une population présentant un risque sanitaire et ou social, les visites à domicile, les groupes d'activité et d'entraide et les interventions d'aide alimentaire. Enfin, les interventions de conseil ont fait leurs preuves, aussi bien dans le cadre d'une prévention universelle que d'une prévention ciblée. Donc voilà une référence sur laquelle on peut s'appuyer pour vanter les mérites d'une dynamique de cette nature. Alors comment faire pour avancer? Essayer justement toujours de convaincre le plus grand nombre. La co-construction des interventions. Vous connaissez ce slogan, on dit nobis sine nobis, rien sur nous sans nous. Il faut impliquer les usagers, les consommateurs, ceux vers lesquels on s'oriente
avec nos stratégies pour les impliquer dans la construction du programme qui leur est proposé. C'est un cercle vertueux dans lequel on doit trouver à la fois les responsables des pouvoirs publics, les usagers eux-mêmes, les start-up, les industriels, les acteurs du secteur médico-social, tous ceux qui contribuent à cette dynamique. Et le lieu idéal de co-construction, ça reste bien évidemment les Living Labs ou les laboratoires du vivant, c'est-à-dire qu'on va sortir du laboratoire et de ses murs toute la réflexion scientifique et tout le jus de cerveau qui y fonctionne pour le mettre à disposition des usagers et travailler avec eux pour construire quelque chose qui sera à leur image et à leur portée. Les actions de prévention ne doivent pas échapper à la co-construction, c'est une garantie d'adéquation entre les besoins, les demandes et les réponses. Alors, au-delà de la co-construction, il y a une autre intervention qui est intéressante, c'est la notion d'ambassadeur. J'ai été moi-même impliqué dans une démarche préventive, je suis très content, je suis le porte-parole, je suis l'ambassadeur de cette organisation et je vais visiter les clubs de retraités pour expliquer le bien fondé de la démarche. C'est une approche testimoniale qui est tout à fait intéressante de développer. Autre approche encore plus pertinente, c'est une prévention personnalisée. Alors dans la prévention personnalisée, il y a bien évidemment la médecine prédictive, dont le professeur Ruffier disait cette médecine d'avenir doit permettre de connaître le capital santé que chacun doit ensuite apprendre à gérer pour bien vieillir. L'objectif est d'éviter l'apparition de certaines maladies, ou du moins de s'y préparer. Elle s'appuie sur le génome, sur le séquençage du génome, sur les antécédents familiaux, sur la biologie, sur le mode de vie, sur l'environnement, et ces données sont ensuite traitées par un modèle mathématique qui permet de dire si telle personne risque d'avoir telle ou telle pathologie. Il sera donc possible, dans un avenir proche, de dire à tout un chacun quel est son risque de développer telle ou telle maladie. Mais attention, la médecine prédictive ne donne qu'un profil de risque, ce n'est qu'une probabilité, ce n'est pas une preuve certaine. Comme toujours d'ailleurs, facteur de risque, vous avez tel facteur de risque, si on avait la certitude que ce facteur de risque nous conduisait inéluctablement vers la concrétisation par une maladie, on aurait peut-être un comportement de nature différente, alors que le facteur de risque n'implique qu'une probabilité. Si on se mettait devant un miroir, peut-être arriverions-nous à mieux nous connaître et à modifier nos comportements. C'est ce qu'on appelle l'automesure. On a tous connaissance, ou peut-être soi-même, de bracelets, de montres, de podomètres, de smartphones, de balances connectées qui vous donnent le nombre de pas réalisés, la fréquence cardiaque, le trouble du sommeil, les calories utilisées, etc. Ces données sont à la disposition de l'usager avec une incidence sur la recherche d'un comportement vertueux. Alors, est-ce que c'est un effet de mode pour montrer la belle montre et le smartphone qui montre toutes ces données, ou bien est-ce que c'est l'annonce d'un comportement différent sur le plan sociétal qui va permettre à l'individu, constatant ces modifications et ces caractéristiques, d'entraîner un comportement de nature différente pour corriger des orientations erratiques. Dans le même esprit, mon espace santé. Vous avez la main sur votre santé. Qui a ouvert son espace santé dans la salle? Petit frémissement. Donc c'est la mise à disposition, vous le savez, par l'État et l'assurance maladie depuis janvier 2022, d'un espace santé qui permet à chaque Français de devenir acteur de sa santé. Alors on y collige les informations personnelles, on a un agenda santé, on a une messagerie sécurisée, on a accès à des applications proposées par l'État. Tous ces éléments doivent inciter les usagers à ouvrir leur espace personnel. On a évalué en février 2023, plus exactement, on a repéré en février 2023 environ 7,9 millions de nos concitoyens qui ont ouvert un espace santé. Mais sont-ils documentés et utilisés? Point d'interrogation. Par contre, ce que j'ajoute, c'est un élément tout à fait intéressant qui est proposé par un comité citoyen mis en place par la direction du numérique en santé en 2023, c'était en janvier dernier. C'est un levier dans le développement de la prévention personnalisée, et c'est une perspective, me semble-t-il, que mon espace santé, la DNS et l'ANS, devraient développer dans les années à venir. La téléexpertise, les plateformes de téléconseil, je cite un exemple qui est intéressant parce qu'il est d'actualité, c'est l'expérimentation Evita, qui met à disposition un coach virtuel dans le cadre d'un projet Union européenne-Japon pour un vieillissement intelligent. L'objectif d'Evita est d'améliorer le bien-être des personnes âgées en Europe et au Japon en leur donnant
des conseils personnalisés avec la recherche d'un risque de réduction d'exclusion sociale et d'événements de vie qui seraient délétères. Donc ce système de coaching virtuel est innovant, fait appel aux technologies de l'information et de la communication et va permettre de repérer les modifications physiques, cognitives, psychologiques et sociales chez une personne. Et ce coach virtuel fournira bien évidemment des conseils à l'intérêt de cette personne. Autre point dans la personnalisation, c'est l'information du consommateur. Elle représente un autre moyen pour développer cette personnalisation. Le Nutri-Score, même s'il a été, semble-t-il, rejeté par l'Europe, ça reste quand même un élément intéressant de personnalisation pour comprendre l'étiquetage nutritionnel. Et puis nous savons tous que lorsque nous allons faire nos courses, eh bien on peut avoir sur le téléphone mobile des applications qui permettent de disposer des caractéristiques alimentaires, bon, mauvais, pas bien, de tel et tel produit grâce à cette application. Exemple, Yuka, je fais aucune promotion. C'est donc par ces biais du numérique la possibilité d'obtenir des informations nutritionnelles pour le consommateur. Les jumeaux numériques, autre perspective, un jumeau numérique se définit comme une représentation virtuelle d'un système tel qu'un organe ou un processus de soins. L'articulation du jumeau numérique à des simulations réalisées dans le monde réel semble une piste prometteuse pour prévenir les risques. Dans le domaine de la prévention avec l'intelligence artificielle, on peut parfaitement imaginer que M. A, par toutes ses caractéristiques ainsi intégrées, est en projection virtuelle ces caractéristiques 10 ans, 15 ans après. Et là, s'il se voit, compte tenu de ces facteurs de risque, avec telle ou telle anomalie, telle ou telle pathologie, telle ou telle incapacité, bien évidemment, le reflet immédiat sur son comportement risque d'être favorable pour qu'il recherche un comportement vertueux. Cette photographie du futur par le jumeau virtuel ne serait-elle pas une incitation à modifier certains de nos comportements? Autre exemple, les serious games, c'est ce qu'on appelle d'un mauvais terme la gamification, qui consiste à utiliser le jeu pour favoriser l'interaction entre l'utilisateur et avec l'utilisateur. L'intérêt est d'encourager la personne à effectuer une action sous un mode ludique. C'est une voie qui est intéressante et que l'on retrouve notamment dans l'éducation thérapeutique, mais il y a d'autres applications dans ce domaine. Alors tout ça est très bien, et si je résume ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, prévention, elle est globale, prévention, elle doit être co-construite, prévention, elle doit être personnalisée, mais tout ça va se heurter à un certain nombre de difficultés. La première, c'est la littératie en santé. C'est un mot très curieux qui désigne la connaissance et les compétences dans le domaine de l'écriture, de la parole, de la lecture, du calcul, qui permettent aux personnes d'être fonctionnelles en société et d'y participer. Alors, il existe une littératie en droit. Toutes les informations que vous connaissez sur le droit représentent la littératie. Toutes les informations que vous connaissez sur la santé, c'est la littératie en santé. Qu'est-ce qu'on en fait au quotidien lorsqu'on est confronté à un problème de droit ou à un problème de santé? Eh bien là, les enquêtes donnent des informations quand même assez particulières. Aux États-Unis, près de 50% de la population a des difficultés à s'approprier l'information sur la santé. En Europe, 12% des personnes ont un niveau de littératie insuffisant et 35% limité. Ce qui veut donc dire que ces personnes, indépendamment de modifier leur comportement, on en est loin, sont en difficulté pour intégrer les conseils qui pourraient être donnés compte tenu des progrès de la science. Donc il y a là un véritable obstacle qui doit reposer sur une amélioration de la communication avec les personnes cibles et qui sont en situation de faible littératie en santé. C'est une priorité, mais pas aujourd'hui ou demain, c'est depuis l'école. Et toutes les expériences montrent bien que si on veut augmenter l'espérance de vie sans incapacité, un des éléments déterminants, c'est la formation initiale et la formation continue. On revient donc ainsi à la littératie en santé. Il n'est pas étonnant que Santé publique France ait publié un document très bien fait sur communiquer pour tous, c'est-à-dire comment toucher les personnes qui sont en situation de littératie en santé insuffisante. Deuxième obstacle, la technopénie. Alors c'est un curieux mot. Technopénie, c'est le non-accès aux nouvelles technologies. C'est un désavantage avec des conséquences sur la participation à la vie sociale. Ce désavantage répond à la définition même du mot handicap.
sauf qu'il est créé par la société. Cette carence peut être liée à la personne elle-même parce qu'elle n'a pas été formée à, ou parce qu'elle a refusé. L'environnement est lui-même en cause, et la fracture numérique ou l'électronisme en est l'exemple le plus frappant. En 2017, un programme de stratégie nationale d'inclusion numérique a été lancé, d'autant que la dématérialisation des services administratifs devenait une réalité. Cependant, 20% de la population est en situation d'électronisme. Le chiffre date de 2019, mais je pense qu'on est dans cette situation à peu près maintenant. Donc, la grande question, c'est comment réduire la technopénie. Il faut proposer donc des formations adaptées aux citoyens. Et je sais que dans le cadre de mon espace santé, 20 000 ambassadeurs ont été déployés sur le territoire national pour aider, convaincre et former les utilisateurs potentiels ou ceux qui sont en difficulté à l'accessibilité à mon espace santé. Alors se pose, bien évidemment, dans toutes ces stratégies, la question de l'éthique. Les technologies et le numérique sont présents dans la prévention. Leur usage doit être dicté par les règles habituelles de bienfaisance, de respect de la liberté, du choix des usagers et du droit. Mais la question qui se pose, qui a accès aux data? Qui a accès à ces données? Et je voudrais vous lire en quelques minutes cette nouvelle qui est intitulée « Le quotidien de Léa ». En prenant son petit déjeuner, Léa consulte régulièrement les algorithmes sophistiqués chargés d'optimiser automatiquement à la fois sa motivation et sa forme physique. Depuis un mois, elle s'est déjà surprise plusieurs fois à reposer un soda dans son frigo, sachant qu'autrement tout le monde aurait connaissance de ce petit écart. Elle a d'ailleurs perdu 2 kilos depuis que des capteurs mesuraient ainsi sa vie, non pas qu'elle ait voulu ou qu'elle pensait en avoir besoin, mais comme elle a reçu de nombreuses félicitations de son entourage. Aujourd'hui, son coach numérique recommande 13 150 pas dans la journée et pas plus de 1850 calories. Il la félicite pour ses 11 824 pas de la veille, en hausse de 1,2% par rapport à la semaine précédente, qui elle-même est la seconde meilleure semaine de Léa depuis qu'elle a adhéré au programme de santé active de son employeur. Léa boit son café, dont les teneurs en caféine, sucre et calories sont mesurées automatiquement par la tasse portant le logo de l'entreprise. Elle ne peut cependant échapper à une information, une augmentation de 2,4% par jour du nombre de calories quotidiennement ingérées depuis le début du mois. D'un soupir, elle se rend compte également que l'analyse humeur et stress de sa journée de la veille a déjà provoqué des commentaires inquiets de certains collègues et de son manager. Léa se rend compte que tout cela n'est pas anodin. En effet, son assurance santé est partie intégrante des services financés par l'entreprise, ce qui peut avoir des conséquences sur le montant de son assurance santé. Alors bien évidemment, cette nouvelle est excessive, probablement, mais représente une très bonne synthèse qui a accès aux données concernant tous ces progrès sur le numérique. Donc cette réflexion éthique doit être travaillée en permanence et retravaillée à nouveau et travaillée encore parce que les progrès vont très vite et que l'accélération de la connaissance et des applications font que nous devons d'être vigilants. Alors l'utilisation des nudges dans le domaine de la santé, c'est-à-dire issus, je dirais, des travaux sur le psychocomportemental, soulève aussi des problèmes éthiques. Certains accusent les nudges, en effet, d'être un dispositif paternaliste, infantilisant, qui cautionne une certaine forme de manipulation. Ils peuvent être aussi à l'origine d'un sentiment de culpabilité pour ceux qui ne veulent pas s'y impliquer. Alors comment préserver la liberté des personnes en les emmenant néanmoins à se conformer à un objectif défini par un tiers? Qui définit d'ailleurs ce qui est bon pour la personne? C'est une autre question. Pour moi, il y a 2 éléments de réponse. C'est la co-construction d'un bon, dont j'ai parlé, qui est un garde-fou, et l'avis des utilisateurs, qui sont les garants de cette démarche. Mais on voit bien que la sensibilité d'une telle stratégie mérite une attention tout à fait particulière. Alors il est temps de conclure. Ce panorama met en évidence la complexité de l'implémentation d'une démarche préventive dans une population donnée. Par expérience, nous le savons, ceux qui lèvent le doigt systématiquement pour s'impliquer dans une démarche préventive sont en priorité les obsessionnels, les anxieux qui veulent être sûrs que tout ce qu'ils font est bien. Et puis ceux qui en auraient vraiment besoin restent sur le quai de la gare parce qu'ils n'ont pas pris conscience qu'il était bon de monter dans le train prévention qui allait démarrer. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans son appropriation par l'usager. Alors il faut d'abord un projet de qualité,
il faut un projet qui scientifiquement tienne la route, il faut que ce soit une réponse à un besoin précis, il faut une communication adaptée, et surtout une acceptation par l'usager sollicitée au bon moment. En effet, l'expérience montre qu'il y a des moments clés dans un parcours de vie où l'attention de l'usager va se porter vers la dynamique préventive, alors que d'autres moments, cela sera inutile. Bien évidemment, l'objectif, comme toujours en santé publique, c'est de faire coïncider les demandes, les besoins et les réponses. C'est un exercice particulièrement complexe, mais c'est quand même l'objectif vers lequel on se doit de tendre. Et plusieurs contributions s'avèrent utiles, je les ai déjà résumées. La co-construction des actions, la meilleure connaissance de soi, l'apport des sciences comportementales ou encore du numérique. Donc c'est un très vaste programme et je pense que les circonstances sont tout à fait favorables pour qu'on mette un coup d'accélérateur, circonstances portées par la démographie, circonstances portées aussi par l'évaluation en cours de toutes ces stratégies et en particulier des interventions non médicamenteuses. Donc à nous de retrousser nos manches et d'aller tous ensemble vers un objectif idéal qui est celui d'une prévention pour tous. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Poulin, pour cette vision complète de la prévention. Et puis, cette image, c'est le train qui peut prendre au bon moment, de ne pas laisser tout le monde sur le quai de la gare. Mais c'est aussi la vision que nous, on porte vis-à-vis de ce train, parce qu'on n'a pas toujours la même perception. Je ferai référence à une étude qui a été menée au Canada il y a peu de temps, sur la façon dont les concepteurs d'appareils numériques, etc., adaptaient ou cherchaient à adapter leur interface, comme on dit. Ils n'avaient pas du tout, ils ne l'analysaient qu'en inaptitude, en incapacité, etc. Mais pas du tout. On n'a pas cette vision de l'analyser sous l'angle, effectivement, de la perception, de la façon dont la personne va se l'approprier, effectivement. Et je crois que c'est en ce sens, effectivement, c'est ce que vous nous avez apporté, c'est que c'est cette vision-là qu'on doit se donner aujourd'hui par rapport au vieillissement. Alors, on va prendre quelques questions. Allez. Moi, je me pose des questions par rapport à la numérisation de la santé. Est-ce qu'elle est souhaitable? Est-ce qu'il y a des études au niveau systémique, au niveau environnemental, au niveau global, au niveau social, sociétal, au niveau vous parlez des souhaits des personnes? Est-ce que les gens ont vraiment envie qu'on numérise leur santé et de devoir tout rentrer sur une plateforme, peut-être au détriment de la relation humaine avec un thérapeute en présentiel? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, plusieurs éléments de réponse. Premièrement, l'Agence du numérique en santé s'appuie de manière régulière sur des comités citoyens. C'est-à-dire que les projets sont discutés, sont commentés, sont critiqués par des citoyens et des comités qui sont ainsi structurés. Donc on pourrait imaginer que l'évolution telle qu'elle est actuellement se fasse dans le bon sens. Deuxième élément, il y a parfois un petit écart, et le mot est faible, entre la conception imaginée par les pilotes, les décideurs, et la réalité de terrain. Et c'est ce petit écart qu'il convient, je dirais, de gommer ou d'essayer de gommer, et c'est le rôle, en l'occurrence, des comités citoyens. Troisième élément de réponse, un certain nombre d'actions ponctuelles, précises, sont démontrées comme étant pertinentes grâce au numérique, mais votre question porte davantage sur l'ensemble. L'exemple de mon espace santé est intéressant à considérer. Il serait intéressant qu'on puisse, dans les années à venir, voir quel est le mouvement. Actuellement, soyons clairs, hein, il a été lancé en février 2022. On a vu par les mains levées dans la salle que c'est pas encore plus qu'un frémissement, même si un certain nombre de chiffres annoncés par la CNAM font état de près de 9 millions de personnes, mais entre l'ouverture d'un dossier et son utilisation, il y a là une grande différence. Donc, pour moi, c'est trop tôt à préciser, mais il faut absolument qu'on réduise l'écart entre les décideurs et les utilisateurs. À cet effet, nous avons été missionnés avec le président de l'Agence du numérique en santé pour créer un cercle de professionnels qui va travailler pendant 1 an pour mettre en évidence les difficultés de terrain qui ne sont pas nécessairement répertoriées et connues pour faire avancer la dynamique du numérique. Donc ce chantier s'ouvre
pendant un an, et c'est une contribution au-delà des comités citoyens qui devrait permettre d'avancer. Mais vous le voyez, par ces différents éléments, je ne réponds que partiellement à votre question. Merci. Une autre question? Oui. Oui, Gérard Despès, je suis le président de France Saint-Elmer, Hérault, et également donc au niveau du département sur le conseil départemental de la citoyenneté de l'autonomie. Donc on touche toutes les personnes âgées et toutes les prises en charge des personnes âgées. Donc votre exposé est d'une qualité importante. Bon, nous on peut témoigner, puisqu'il y a 30 ans, dans le parcours d'accompagnement des mères, on travaille uniquement pour ralentir le déclin cognitif. Donc on utilise toutes les thérapies qui ont évolué là, depuis 30 ans, mais qui sont fortes. La difficulté que vous indiquez, c'est le bon moment. C'est-à-dire que malheureusement, le moment, c'est quand c'est déclaré. Actuellement, ça arrive. On n'a rien en amont. Et aujourd'hui, les recherches, les marqueurs de prévention sont un peu faibles. Ils évoluent, hein, c'est ce qui est rassurant. Donc, c'est pertinent, le bon moment. Et en plus, à partir du bon moment, le déni. C'est-à-dire qu'on a l'idée de faire accepter. Donc, votre conclusion, disons, sur ce plan-là, est bien en phase avec ce que nous vivons et qui probablement pour d'autres maladies, hein, qui sont un peu du même ordre. Alors la difficulté, c'est qui le met en œuvre. Donc aujourd'hui, moi je constate sur le terrain qu'il n'y a que les associations qui sont là-dedans, qui agissent réellement sur la personne. On a les relais, disons, intermédiaires entre la décision, enfin, l'acceptation de réfléchir là-dessus au niveau du ministère et de toucher les personnes, disons, là au milieu, donc on se cherche. Il y a les départements, les villes, chacun fait un petit peu dans son couloir. Hein. Mais aujourd'hui, on manque effectivement. Donc si vous pouvez, vous, à travers la démarche, disons, structurer, impulser, démultiplier cela, parce que même les professionnels de santé, les médecins, notamment généralistes, sont peu enclins sur les interventions non médicales. Merci de votre témoignage. Je lis à ce commentaire fait par M. Noguès, à savoir notre habitude délétère de faire l'inventaire de tout ce qui ne va pas avant de considérer les points positifs sur lesquels on peut construire un programme d'accompagnement et de soins. Deuxièmement, intervention non médicamenteuse et maladie d'Alzheimer, c'est un champ très large, particulièrement riche, particulièrement intéressant, et l'équipe de la Fondation Médéric Alzheimer présente dans la salle sera sûrement amenée à en parler. Un autre élément sur ce point, concernant toujours la maladie d'Alzheimer, c'est tout le champ de la prévention de la maladie. Là encore, la Fondation Médéric Alzheimer est très impliquée dans cette dynamique. Donc on voit que les lignes sont en train de bouger, mais ça ne bouge peut-être pas assez vite. C'est un challenge fantastique qui s'offre à nous, mais on a quand même très largement progressé au plan scientifique, et je crois qu'on doit s'en réjouir, même si les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos espérances. Merci.